Et oui, nous voilà dans la foire aux questions de l'émission Jio Uju Manji. Nous avons mes quatre mains levées d'un coup. Je ne pensais pas que ce sujet, comment je pourrais dire, susciterait autant de questionnements. Alors, je vais le faire par ordre de main levée. Donc, tout d'abord, nous avons Barda Mu USA, qui est vous êtes un auditeur fidèle. Donc, je vous dis bonsoir, Bardamu. Et quelle est votre question que vous souhaiteriez Alors, poser aux invités? comme je, comme je suis délocalisé aux USA, moi je vous dis bonjour, donc bonjour, bonsoir. Voilà, alors moi j'ai deux questions. La première question bon, concerne, comme l'avait dit à juste titre, alors c'était Maxime Morlon il y a 2 semaines, il pressentait que quelque chose va arriver au JO. Donc on lit un peu partout et tout le monde pressent que ça va être, passez-moi l'expression, le bordel. Je pense, moi, personnellement, alors c'est la petite question conspirationniste, hein, une fois de temps en temps. Je pense que, alors tout le monde, donc au gouvernement, ils sont parfaitement conscients que ça sera le chaos, j'ose le terme, hormis peut-être Macron. Tiens, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, Philippe Murer a une excellente définition de Macron, c'est un xénophile francophobe, ça je la retiendrai. Hormis Macron peut-être et Hidalgo, je pense qu'ils sont parfaitement conscients de tout ça. Je me demande si l'affaire CNews, qui est en train un peu, qui est un peu la tempête dans un verre d'eau ce temps-ci, ce n'est pas une façon de vouloir museler CNews, parce que CNews serait peut-être, CNews Europe 1, serait peut-être le seul média qui dévoilerait au grand jour l'insécurité au quotidien qui va miner les JO. Je rappelle que le village olympique sera situé dans le 9-3, hein, formidable département que le monde entier doit nous envier. Voilà. Deuxième question qui est un total hors sujet, quoique. Pour Frédéric. Frédéric, bon, vous êtes qualifié de russophile, le plus russophile au niveau du PDF. Vous aviez expliqué dans l'émission donc Fast and Furious, avec le jeune et talentueux présentateur, que vous connaissiez la Russie de par votre épouse et que visiblement la vie en Russie, c'est pas vraiment la Dolce Vita. Alors, si vous êtes autorisé à répondre, pouvez-vous nous en dire plus? Voilà, je vous remercie. Alors, bonjour. Alors, ce qui est marrant, Bardamu, à l'époque K, c'est vous, j'en suis quasiment sûr, qu'il y a un peu plus de 7 mois de cela, lors de l'excellente émission République que j'ai eu l'honneur de partager avec notre secrétaire général Bruno Hirou, je crois que c'est vous qui aviez anticipé qu'il y aurait, comme vous dites, un sacré bordel aux Jeux Olympiques. Donc, déjà, c'est bien que vous reveniez là-dessus. Et je vous avais dit à l'époque que en fait, et c'est toujours pareil, hein, mais que j'étais tiraillé entre deux choses. Premièrement, si je suis là au Parti de la France, c'est en tant que patriote français, et comme tous les patriotes, j'aime mon pays, j'aime qu'il rayonne à l'étranger, et je n'aime pas qu'il soit ridiculisé, enfin, tourné en ridicule à l'étranger, un petit peu comme quand Poutine avait dressé cette table de 15 mètres de long pour s'écarter de Macron et qui lui avait mis un travelot comme interprète. Voilà. Donc ça, c'est mon patriotisme français. Mais d'un autre côté, j'ai tellement envie que Darmanin, parce que ça va être quand même sur lui que ça va retomber, qui, dans un régime digne de ce nom, aurait dû être viré ou au mieux aurait démissionné. Hein. Je pense que c'est l'étranger le plus détesté du peuple anglais depuis Hitler. Après son fiasco du Stade de France, il aurait dû être foutu dehors. Eh bien, voilà, j'ai envie un petit peu qu'il se soit ridiculisé une seconde fois, qu'Hidalgo soit tourné en ridicule dans le monde entier, pire que pour ses 1,8% aux élections. Donc, quelque part, je suis un petit peu tiraillé. Je pense que malheureusement, il va y avoir beaucoup d'incidents. Moi, je ne veux pas que mes concitoyens souffrent d'agressions permanentes et encore moins d'attentats, mais malheureusement, j'ai peur que ça arrive. Alors, concernant la Russie, non, non, au contraire, je suis considéré par mes amis de droite nationale, mais aussi bureau politique, comme un russo-sceptique, mais justement, ce n'était pas du tout par rapport à la politique étrangère où Poutine est quand même le seul gars, pour parler vulgairement, qui a les burnes de tenir tête aux Américains, mais plus effectivement, et je vous remercie pour votre fidélité, et je vois que vous connaissez
sur le bout des doigts toutes les émissions animées de main de maître par notre ami Alexandre, et notamment mon Fast and Furious. Et oui, effectivement, je disais que moi, alors maintenant, j'ai un petit peu freiné, puisqu'il faut savoir que les prix ont été multipliés par 3, et actuellement, ma femme et mon fils se trouvent en Russie. J'en ai eu pour 1 800 € de billets d'avion avec une escale interminable en Turquie. Donc là, je fais un peu d'économie. Mais avant, j'allais en Russie 2 fois par an, soit 3 semaines dans l'année. Et je vivais vraiment en immersion comme un citoyen russe, mais pas dans un bled tout paumé de Sibérie, mais dans une banlieue de Moscou, l'équivalent de Meaux, on pourrait dire, hein, même si c'est pas Jean-François Copé, là-bas, le maire. Et je vois quand même que au niveau du droit du travail, des libertés individuelles, de la corruption policière, mon beau-père avait été arrêté arbitrairement pour un feu rouge qui n'existait même pas, et il avait dû donner de l'argent de la main à la main. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, pour des raisons vraiment très, 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 très personnelles, presque en tant que citoyen russe du dimanche, je n'envie vraiment pas la vie de mes amis russes là-bas au quotidien, sauf évidemment les oligarques qui vivent dans une bulle. Mais cela n'engage que moi, car mon épouse, au même titre que tous les Russes, après le peuple russe qui en fait a vécu le tsarisme, qui était quand même jamais qu'une monarchie absolue, même si c'était pire après. Ensuite, le régime le plus meurtrier et criminel de l'histoire, comme l'a dit tout à l'heure Scipion, le communisme, avec l'apogée stalinienne. Ensuite, alors moi, je le trouvais sympa, était bourré, était sympa, puis il n'emmerdait plus personne. La Russie ne faisait plus peur sur la scène internationale, mais Boris Yeltsin est le président le plus détesté de l'histoire, parce qu'il y a eu une transition hyper violente qui aurait dû se faire en 20 ou 30 ans et qui s'est faite en 20 ou 30 jours, de l'assistanat du communisme, où vraiment les gens étaient assistés de A à Z, au capitalisme sauvage. La transition a été trop violente, et très rapidement, les Russes regrettaient presque le régime communiste, à tel point la transition s'est faite de manière violente. Donc, en fait, tous ces gens-là, finalement, qui se sont succédés, ça a été une catastrophe. Et finalement, Poutine, c'est le moins pire de tous, parce que la Russie, quand même rattrapé en partie son retard, qui était quand même incommensurable hein, avec le désastre communiste. Et du coup, pour les Russes, Poutine reste finalement le moins mauvais dirigeant de l'histoire. Et donc, de ce côté-là, je peux comprendre le peuple russe. Mais moi, j'ai le tort peut-être hein, de voir ça d'un prisme occidental, attaché quand même, par certains aspects, hein, à l'état de droit, à la liberté de la presse, au débat politique. Hein. Ce qu'on est en train de faire là, bah, je ne pense pas que Navalny et ses amis pourraient tenir une telle émission. Et voilà, donc en fait, pour toutes ces choses-là, excusez-moi si j'ai été un peu long, mais je pense que votre question était très intéressante et méritait peut-être qu'on s'étende un petit peu là-dessus. Désolé si j'ai un petit peu trop raconté ma vie, mais comme la question était posée de façon assez personnelle, bah, voilà, j'ai mis un petit peu sur cet axe-là aussi. Désolé si j'étais un peu long. Oh, pas de souci, Frédéric. Alors oui, effectivement, Frédéric Cavalli est considéré au bureau politique, je dirais, comme, je peux dire, oui, c'est le moins russophile presque du bureau. Hein. Enfin, après, au Parti de la France, je rappelle qu'on est très neutre, enfin, on est très neutre par rapport au conflit, et que bah, on prend pas, tout simplement, on est nationaliste et fier de l'être. Et donc, voilà, on n'est pas nationaliste russe, on n'est pas nationaliste ukrainien, on n'est pas nationaliste italien, allemand, espagnol, je sais pas quoi. Non, nationaliste français. Et d'ailleurs, oui, en Russie, même si moi j'apprécie plutôt personnellement la Russie, je suis quand même très content de ne pas y vivre. Il faut quand même rappeler que c'est le pays où voilà, c'est le négationnisme, je crois, est le plus condamné, plus sévèrement condamné. C'est un pays qui n'a rien à nous envier en matière d'avortement. Ils sont tout aussi mauvais que nous là-dessus. En termes de divorce également, le taux de divorce est pire chez eux que là-bas. Enfin bref, la Russie n'est pas un pays à idéaliser, mais ce n'est pas non plus, à mon sens, un pays à combattre. Ça pourrait être de parfait partenaire économique. C'est pour ça que je déplore totalement la politique d'Emmanuel Macron sur le conflit russo-ukrainien.
Et concernant, oui, les Jeux Olympiques, alors moi, ma petite théorie complotiste, c'est que Darmanin avait posé sa démission et qu'on lui a refusé parce que Emmanuel Macron a besoin d'une bonne pomme à accuser et à faire virer quand ça se passera mal, parce que le parti de la France, qu'est-ce que je raconte? La France entière sait que les Jeux Olympiques se passeront terriblement mal, et donc il faut bien un bouc émissaire pour encaisser ses erreurs. Donc moi, je pense que Darmanin, c'est le fusible à épuiser à ce moment-là, et je suis persuadé qu'il démissionnera définitivement cette fois-ci à ce moment-là. Après, je vais pas trop dire du mal de lui parce qu'il peut nous dissoudre sur un claquement de doigts et qu'il a dissous, j'ai envie de dire, tous nos partis analogues, tous les partis similaires ou les mouvements similaires aux nôtres ont été dissous, sauf nous, d'ailleurs, étonnamment. Donc, je vais m'arrêter là, mais j'ai dit ma petite pensée complotiste. Je donne maintenant la parole à Marc Casanova, qui est aussi un fidèle auditeur. Marc Casanova, vous avez la parole. Bonsoir messieurs, merci beaucoup de me donner la parole. Je voudrais intervenir sur l'aspect des Jeux Olympiques. Vos invités ont très bien parlé sur les Jeux Olympiques classiques. Je voudrais attirer votre attention sur les Jeux Olympiques du futur, qui sont organisés en ce moment même. Aujourd'hui, Vladimir Poutine et une grande partie du gouvernement russe ont inauguré à Kazan, dans la République du Tatarstan, les Jeux du futur qui combinent jeux vidéo et nouvelles technologies. Ces Jeux du futur ont également lieu au mois de juin prochain, toujours à Kazan, dans la République du Tatarstan, qui est une république qui est située au nord du Kazakhstan et à l'extrême sud des montagnes de l'Oural, en Russie actuelle, pas en Russie soviétique, puisque le Kazakhstan faisait partie de la Russie soviétique. Je précise que cette ville de Kazan est une ville qui comporte 1 200 000 habitants. Ce n'est pas une petite ville, hein, c'est moins grande que Paris, mais ce n'est pas une petite ville comme nous en avons nous en France. Et quand même, ces Jeux olympiques qui sont les Jeux des BRICS, les Jeux qui réunissent les pays qui sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, je voudrais vous lire exactement le nombre de pays invités. Ne quittez pas quelques instants, je bascule sur mon téléphone mobile. Alors, il y a 13 jours, du 13 au 27 juin prochain, ce sont les Jeux physiques, c'est-à-dire les compétitions sportives. Il y a 60 pays invités, 3000 athlètes, 363 épreuves de médailles et 27 sports sur 13 jours. Donc, ce n'est pas une petite compétition, ce n'est pas rien d'organiser ces Jeux. Ce sont les Jeux du mois de juin, qui sont les Jeux concurrents de ceux de Paris, sous l'égide de la Russie, qui sera à ce moment-là présidente des BRICS. Le sommet des BRICS aura lieu également en Russie cette année. Mais en ce qui concerne les Jeux qui se sont ouverts aujourd'hui même, je bascule sur une autre page de mon téléphone. Voici ce qui est inscrit. Les Jeux du futur ont débuté aujourd'hui à Kazan, avec la participation représentant 107 pays, y compris les États-Unis, la Grande-Bretagne et d'autres puissances occidentales. Les compétitions comprennent 21 disciplines réparties sur 5 défis: sport, tactique, stratégie, technologie et vitesse, soutenant le concept de digital en combinant sport classique, e-sport et technologie. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai écouté avec beaucoup d'attention tout ce qui a été dit concernant la Russie. Je m'y suis rendu, figurez-vous, pour le premier de l'an. Et je me suis rendu à Oufa, qui est la république voisine du Tatarstan, qui s'appelle la Bachkirie, que l'on appelait à un moment le Bachkortostan, au moment où la Bachkirie a fait sécession avec l'Union soviétique, mais est très vite rentrée dans le giron de la Russie de Poutine. Donc la Bachkirie est devenue le Bachkortostan et est redevenue la Bachkirie. La capitale était Oufa. J'ai rencontré des gens là-bas, je suis resté 18 jours, exceptionnellement gentils avec les Français, exceptionnellement accueillants. Une ville d'1,3 million d'habitants, dont la capitale est Oufa, le pendant de Kazan, la république voisine, et les peuples bachkirs et tatars sont des peuples frères. Alors évidemment, je vous ne cache pas que ce sont des peuples musulmans. 50% de la population est orthodoxe et 50% est musulmane.
Simplement, les gens vivent en bonne intelligence. Et je remarque toutefois que la Russie est capable, malgré la guerre, d'organiser des Jeux olympiques à 2 moments de l'année, des Jeux olympiques, je dirais, technologiques et vidéo, et des Jeux olympiques physiques, où quand même toutes les nations du monde sont invitées à s'y produire. Je ne suis pas persuadé que la Russie soit un pays pauvre, ni même un pays en retard. C'est un pays qui est en train de se renforcer économiquement malgré la guerre. Personnellement, j'y suis allé, j'ai vu des gens exceptionnellement bien, une civilisation qui se tient bien, une civilisation debout, pas comme la nôtre, qui est courbée, voire même allongée devant les maîtres qui nous gouvernent. Et j'ai vu des gens dignes, des familles entières qui allaient des salles de spectacle, qui allaient voir des pièces de théâtre, des concerts de musique classique, Rachmaninov par exemple, ou même Casse-Noisette. J'ai vu des gens se tenir normalement, se comporter normalement, malgré les -20 à -30 degrés l'hiver, pendant 6 mois. Je ne suis pas spécialement russophile, je dis ce que j'ai vu et je constate que c'est un pays qui est en capacité d'organiser sur 2 périodes des Jeux olympiques, malgré la guerre et malgré les restrictions économiques qu'on lui inflige. Je trouve quand même extrêmement fort et extrêmement solide un pays que l'on désigne comme le pire ennemi de la planète. Voilà ce que je comptais vous dire, messieurs. Je vous remercie. Alors, du coup, il n'y a pas de question. Moi, je voulais. L'histoire des Jeux Olympiques, entre guillemets, parallèles, c'est pas une nouveauté. Figurez-vous qu'en 1936, il y avait les gauchistes républicains en Espagne qui avaient voulu faire, alors je sais plus, je crois que ça s'appelait des contre-jeux populaires. Et ça devait se dérouler à Barcelone. C'est un manque de bol. Entre-temps, il y a un certain général Franco qui a mis les pieds dans le plat et finalement, ces jeux-là n'ont jamais eu lieu puisque la guerre d'Espagne a commencé juste à temps. Et en 1984, lorsque les moscovites, en réponse puérile au boycott américain des Jeux de Moscou de 80, ont boycotté donc les Jeux Olympiques de Los Angeles, ils avaient fait, alors ça c'est un terme typiquement communiste, ils avaient fait les Jeux de l'amitié où c'était une farce hein, puisqu'il n'y avait que les pays communistes qui avaient participé, sauf le grand ami de la démocratie et de la liberté, Ceausescu, qui avait préféré ne pas boycotter les Jeux Olympiques de Los Angeles, ce qui était surprenant à l'époque. Et du coup, voilà, c'est pas nouveau cette histoire de Jeux Olympiques parallèles dissidents. C'est très. Voilà, bon, ça m'étonne pas, mais c'est pourquoi pas, pourquoi pas. Bah, merci en tout cas pour votre discours. Bon, je réagirai juste là-dessus. Il faut savoir le cadre référentiel. Vous savez, le cadre référentiel, c'est votre sensibilité qui va définir, quelque part, votre sensibilité ou vos connaissances, qui vont définir votre limite. Et là, j'ai entendu le terme frère pour parler des orthodoxes et des musulmans. Il faut savoir que là-bas, c'est des musulmans hanafites, hein, donc c'est des musulmans plutôt libéraux. Je veux bien croire qu'il soit plus facile de cohabiter en intelligence avec des musulmans hanafites qu'avec les blédards et les cassos qu'il y a chez nous. Mais de la même manière, il y a beaucoup de gauchistes qui vont vous dire que toute l'humanité, c'est vos frères. Vous voyez? Donc la fraternité, c'est quelque chose qu'il faut limiter, qu'il faut définir. On ne peut pas être frère de tout le monde, sinon on est tous consanguins. Enfin, blague à part, le terme frère, c'est quand même un terme qui est relativement proche. Oui, il faudra qu'un jour on fasse une émission sur cette question, sur ce cadre référentiel de qu'est-ce qu'on appelle nos frères. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit trop vaste, sinon ça va perdre la valeur de son terme. Je laisse la parole maintenant à Yanis Morio, et ensuite ce sera à Dimé, et ensuite à elle, et ensuite de nouveau à Monsieur Casanova. Yanis Morio, est-ce que vous m'entendez et quelle est votre question? J'ai oublié que vous étiez un boomer. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton bleu avant de vous exprimer, sinon on ne vous entend pas. J'avais Parfait. appuyé, mais il y avait des petits problèmes techniques ce soir. Bonsoir à tous. Et donc, pour rebondir sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure brièvement, et poser donc une question, donc surtout à Scipion, comme il avait fait une conférence à laquelle j'étais sur le sujet justement de l'esthétique,
l'esthétique de certains régimes à une certaine époque notamment. Mais donc pour voir, comme le sujet a été évoqué tout à l'heure, si lui était justement à la tête du comité ou ministre des Sports, quel, comment il organiserait la cérémonie d'ouverture? Donc il avait fait référence notamment au retour à l'antique, ce qui est normalement ce qu'on devrait faire à chaque fois aux Jeux olympiques. Bon, il y a quelques restes, des fois dans la parade des athlètes qui rappellent les Jeux de 96, 1896 et surtout donc voir donc cette idée, donc on a actuellement là le projet de faire cette parade sur la Seine, bon qui est une très bonne idée, ça rappellera le jubilé de la reine quand il y avait eu les barges sur la Tamise. Ça peut être très beau avec les délégations saluant avec le salut olympique ancien, ce serait pas mal en passant sous les plus beaux ponts de Paris, ça aurait de la gueule, faut pas se mentir. Bon, malheureusement, c'est comme tout le reste, on n'est pas en mesure de faire, d'assurer la sécurité des gens. Ça pourrait marcher dans un pays qui serait dirigé par le parti de la France, là, c'est sûr qu'il y aurait aucun problème de sécurité, donc on pourrait s'en donner à cœur joie sur le spectacle. Mais du coup, donc Scipion, quelle cérémonie, quelle image, quel thème, quel grand thème il mettrait en pratique? Quel petit spectacle, que qui s'en donne à sa créativité? Oui, donc pourquoi pas, hein, bonne idée, cher Yanis. Après tout, il y en a qui écrivent des constitutions pour s'amuser. Moi, je pourrais bien réécrire une parade des Jeux olympiques, hein, ça serait même plus court. Donc je pense qu'il faudrait combiner à la fois une certaine majesté du décor, un côté hiératique des cérémonies, et comme c'est des cérémonies à but, je veux dire dans une cérémonie, dans un cadre à but sportif, avoir un peu d'animation physique, hein, au sens des personnages qui courent avec des drapeaux, avec une forme justement d'animation sportive qui rappelle ce qu'il y a dans certaines épreuves de gymnastique, hein. Donc on a des épreuves de gymnastique où des athlètes, en tout cas surtout des femmes, qui jouent avec des rubans, avec des drapeaux, ce genre de choses. Donc pas les drapeaux nationaux, hein, par respect pour les nations, mais des drapeaux de couleur. Donc, je pense qu'une chorégraphie avec des milliers de participants, donc un peu ce qui s'est fait jadis en Corée du Sud en 88, ou qui se fait encore au Spartakiade, c'est l'équivalent socialo-communiste des Jeux Olympiques en Corée du Nord ou d'autres pays dans les années 20-30. Donc oui, je pense qu'il faut donc combiner une certaine dignité de la cérémonie et quelques animations sportives en jouant sur des chorégraphies, ce qui se rapproche à la fois de la gymnastique et pourquoi pas dans l'aspect spectacle, Louis XIV l'a fait aussi en son temps, de la danse. C'est vraiment comme ça que j'imaginerais les choses. Merci Scipion, et oui, j'ai hâte de découvrir la parade que vous allez créer. Je laisse maintenant la parole à Dimé. Dimé, vous êtes un fidèle auditeur et un adhérent du Parti de la France. Vous êtes en Allemagne. Quelle est votre question? Bonsoir à tout le monde. Alors, moi, j'aurais une question, c'est par rapport justement aux Jeux Olympiques. Sachant, vu le nombre de macaques qui vivent à Paris, quels sont vos pronostics par rapport à l'aspect sécuritaire? Parce que moi, j'en ai deux et je voudrais votre avis. Ou bien ça sera un bordel pas possible, parce que bon, avec les gens marrons, enfin, vous savez comment ça marche. Ou alors, est-ce que vous pensez pas qu'il se peut que Macron mette une sécurité monumentale qui fait que, par exemple, je sais pas, à chaque arrêt de métro, il y aura des fouilles ou enfin, des QR codes ou des trucs ultra carrés comme ce qu'on pouvait trouver sous l'ère du coronavirus. Voilà, je veux juste votre pronostic. Merci. Je laisse la parole à Frédéric. Oui, pardon Alexandre. Bonsoir Dimet. Oui, très bonne question. Moi, comme j'ai dit, en tant que patriote français, j'aimerais que ça se déroule le moins violemment possible, pas tant pour l'image du trio triumvirat Macron, Darmanin, Hidalgo, mais surtout pour la sécurité de nos compatriotes français et également de nos amis touristes, amateurs de sport.
Alors, par rapport à ces macaques, pour reprendre votre expression, hein, si effectivement on met des fouilles et des QR codes partout, bah, ce qui va se passer, c'est que ces macaques, comme vous les avez appelés, ne vont pas s'arrêter à ça et il va y avoir des émeutes partout et ils vont casser du flic à tour de bras. Donc voilà, ça, mettre des mesures restrictives n'empêchera pas ces gens-là de faire un maximum de dégâts s'ils ont décidé d'en faire. Je m'explique. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de touristes qui vont se faire dépouiller et c'est bien triste. Après, des incidents aux abords des sites où il y aura des compétitions, comme il y a eu au Stade de France, là, rien n'est moins sûr parce que même si c'est presque une religion pour moi, le football, j'adore ce sport, mais il faut bien admettre que c'est le sport que les racailles aiment le plus et en Jeux Olympiques, ça représente peut-être 5% des épreuves. Donc, ce qui était vrai pour la finale de Champions League, avec en plus Benzema, ne le sera peut-être pas pour du tennis, du badminton, du curling, cher à notre ami Scipion, du karaté, il aura fallu attendre 116 ans pour voir le karaté représenté aux Jeux Olympiques, rendez-vous compte. Donc voilà, en fait, j'ai envie de dire que la réponse d'Imet, c'est pas nous qui allons l'apporter, ce sont les racailles. Si les racailles ont décidé de foutre le bazar, rien ne pourra les empêcher. Après, ce sera une question de degré. Si par contre ils ont décidé que finalement ils s'en cognent des Jeux Olympiques, eh bien je pense que ça se passera plus ou moins tranquillement. Moi, ce qui me fait peur, c'est les attentats. Ça s'était plutôt, enfin, ça s'était bien passé à l'Euro 2016, qui est quand même une très très grande manifestation. Mais à voir si avec toute cette affluence concentrée sur une seule ville, ça va être aussi efficace. Merci Frédéric pour votre réponse. Alors oui, pour donner un exemple, alors je rappelle que dans Telegram, sur Telegram, pardon, si vous levez la main, au bout d'un moment, automatiquement, ça vous fait baisser. Mais je vous donne la parole tout de suite. Pour exempler ce que je disais par rapport au cadre référentiel, c'est important aussi de donner un exemple parce que c'est vrai que j'ai donné assez peu d'éléments, donc je sens certaines personnes sceptiques. Cadre référentiel, par exemple, si je vous dis le mot tableau, quelle est la première chose à laquelle vous pensez? Scipion, c'est quand même très probable que si je lui dis le mot tableau, il va penser à une peinture, due à son métier, due à son expérience. Un informaticien, il pensera peut-être plutôt au tableau Excel. Un professeur ou un étudiant, un élève plutôt, il pensera plutôt au tableau en ardoise. Donc c'est ça ce que j'appelle le cadre référentiel. C'est pour ça que quand on dit le mot frère, ça ne résonne pas de la même manière pour tout le monde. Frère de couleur de peau, frère de race, frère de religion, frère de culture, etc. Ça ne résonne pas de la même manière. C'était juste une petite apartheid comme ça. Elle, vous avez la parole. Vous m'entendez? Oui, ça va, on vous entend. Oui, bonsoir. Je vous remercie pour cette conférence, Scipion et Monsieur Avali. Moi, j'ai juste une remarque à faire. Ça va rejoindre un peu l'actualité, notamment par rapport à Marion Maréchal Le Pen. Mais je viens aussi pour plaider pour ma cause. Parce qu'en fait, là, je sais que le Parti de la France, ça peut être considéré un petit peu comme la dissidence. Et visiblement, je suis dans la dissidence de la dissidence, puisque j'avais fait des petits commentaires sur le fil Telegram où il y a des actualités qui sont remises, le fil Telegram du Parti de la France. J'avais fait quelques commentaires et j'avais été banni. Alors, j'ai fait que 2 commentaires. J'en avais fait un relatif à Thibaut InShape, qui avait été encensé contre Usul, qui est Usul qui est un phasme humain de gauche qui est un médiocre. Enfin, tout le monde peut être supérieur à lui, y compris Thibaut InShape. Et j'avais tapé sur Thibaut InShape parce qu'il avait fait une vidéo au parc d'attractions polonais qu'on appelle Auschwitz. Et il y était allé pour dire que c'était très grave. Et il y avait même Ginette Kolinka, pour ceux qui connaissent, une survivante de l'Holocauste, comme quoi on peut survivre, hein, c'est des choses qui arrivent.
Donc, il nous expliquait toutes les horreurs de l'Holocauste. Et Vincent Renoir, qui a été récemment libéré, avait fait toute une vidéo où il expliquait tous les mensonges que Thibaut InShape tentait pour faire pleurer le goïm occidental, le goy occidental. Disons que Vincent Renoir, en 2 vidéos, a détruit tout le mensonge. Et le problème de Thibaut InShape, c'est qu'il a une communauté extrêmement peu restreinte. Donc, ça avait fait des millions et des millions de vues. Donc, des millions et des millions de jeunes, parce que c'est des jeunes qui regardent les vidéos de musculation en général, ont été instruites quant à l'horreur des chambres à air d'Adolf Hitler. Voilà, donc ça, c'était c'était le premier commentaire que j'avais fait. Et puis, oui, j'invite évidemment à aller sur le site de Vincent Renoir hein, pour voir la vidéo, le site de Vincent Renoir qui est blog sans concession, très, très censuré par le système. Mon deuxième commentaire que j'avais fait, c'était par rapport à Marion Maréchal Le Pen. Alors, ici, on dit qu'il faut éviter les querelles d'intention, cesser la guerre à droite. Moi, je ne suis pas du tout pour ça, parce que je pense qu'on ne gagnera pas avec des gens comme Marine Le Pen, et même comme le parti Reconquête, qui sont à la botte du système. Hein, voilà, même s'ils se disent anti-système. Et en fait, pourquoi attaquer Marion Maréchal Le Pen? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens dans nos milieux qui la considèrent comme la nouvelle Jeanne d'Arc. Alors moi, j'aimerais bien rappeler qui est Marion Maréchal Le Pen. Alors, ce n'est pas Marion Maréchal Le Pen, hein, ça a été rappelé assez récemment. Non, son vrai... On le sait. Oui, oui, bien sûr, mais je me permets de le rappeler. Et je vais, comment dire, pour citer Wikipédia, en 2013, l'Express révèle que le journaliste espion, diplomate et ex-otage du Hezbollah au Liban, Roger Hoc, est son père biologique. Marion Maréchal porte plainte pour atteinte à la vie privée, etc. etc. Donc elle n'a pas l'air d'être très contente, mais malheureusement, en plus d'être dans un parti tenu par Éric Zemmour et Sarah Knafo, elle est elle-même la fille d'un espion israélien. Voilà. Ensuite, il faudrait aussi parler de sa vie privée, parce que Madame Le Pen, Madame Hoc, du coup, nous dit qu'elle est une très fervente catholique, très fervente catholique. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques années, et on peut citer, c'était l'Opinion, elle avait dit, je cite l'Opinion, Marion Maréchal ajuste son programme d'été, se sachant sous les feux médiatiques, l'ancienne députée FN du Vaucluse vient d'annuler sa venue à l'université d'été d'Academia Christiana, donc qui ne sera bientôt plus, puisque Moussa Darmanin va la dissoudre comme toutes les autres, hein, comme la Citadelle, etc. Un mouvement de jeunesse catholique traditionnaliste qui doit se tenir fin août dans l'ordre. Je cite, il n'était pas vraiment catho, accuse un proche pour justifier ce revirement. Donc en fait, elle s'est extraite au dernier moment pour éviter d'être mal vue, alors qu'Academia Christiana, c'est pas laisser des vacantistes non plus. Hein, voilà, on n'est pas juste en dessous du soleil, comme dirait Dieudonné. Et pour sa vie privée personnelle, il faut dire aussi qui elle est. C'est une femme qui a d'abord été mariée. Elle a été mariée une première fois, un premier mariage où elle a eu une fille qui s'appelle Olympe. Ensuite, elle a divorcé, elle s'est remariée, et maintenant elle a une autre fille qui s'appelle Clotilde. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'elle s'occupe de ses filles entre, je ne sais plus, c'est l'ISP qu'elle gère, et puis le fait d'être sur tous les meetings de Reconquête, etc. Je ne sais pas trop comment elle élève ces 2 petites filles, mais en tout cas, c'est une divorcée remariée, et il faut dire ce que dit l'Église catholique. L'Église catholique dit, parce que c'est une très fervente catholique, encore une fois, que les divorcés remariés ne peuvent ni communier, ni participer à la plupart des sacrements, pas recevoir l'extrême onction. Et il faut aussi dire, on peut citer ce qu'avait dit le Christ. Donc je cite Saint Matthieu, hein, les pharisiens, dont on sait qui sont les lointains descendants aujourd'hui. Les pharisiens l'abordèrent et, pour lui tendre un piège, lui dirent « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Voici la réponse du maître de Nazareth. « Vous n'avez pas lu que le Créateur au commencement a fait le mâle et la femelle et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les 2 ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils ne font qu'un. L'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Voilà. Donc, la nouvelle Sainte Jeanne d'Arc, Marion Maréchal Hoc, ce ne sont pas des petites querelles,
mais c'est comme pour toutes les femmes et toutes les femmes blanches, il faut les éliminer de la politique, c'est absolument fondamental. Et j'invite les gens qui s'intéressent au régime politique sérieux. Effectivement, la conférence de M. Scipion de Salles sur l'architecture fasciste était très bien, voire édifiante, c'était très intéressant. Il faut regarder les gouvernements, je vous invite à regarder les gouvernements de M. Mussolini, de M. Franco, de M. Pétain et surtout le gouvernement d'Adolf Hitler. Regardez les photos, regardez les noms. Il n'y a que des hommes blancs hétérosexuels. Voilà. Et tant que les femmes qui sont des êtres extrêmement égocentriques, qui n'ont absolument pas le sens de la politique et du don pour la communauté, ça c'est fondamental à comprendre, elles ne vivent que pour les choses matérielles, que pour leur portefeuille et pour l'attention. Voilà. Donc moi j'invite les gens sérieux à refuser totalement que les femmes entrent en politique et à qu'elles restent ce qu'elles doivent être, à savoir soit des mères de famille, soit qu'elles entrent dans les ordres. Voilà, et ça fait effet de question. Qu'en pensez-vous? Voilà, merci. Je peux répondre, Alexandre? J'allais faire un commentaire avant, mais si vous souhaitez absolument répondre avant moi, vous pouvez. Vous êtes, Ouais, désolé. Non, juste pour ne pas perdre le fil. Déjà, si vous parlez comme ça des femmes, et si nous on parlait comme vous des femmes, déjà on se couperait de 50% de l'électorat, enfin 52% très exactement. Donc déjà, ne serait-ce qu'en termes de stratégie, hein, en faisant abstraction de tout jugement de valeur par rapport à ce que vous avez dit, déjà bon, c'est pas top. Concernant Marion Maréchal, oui, elle a divorcé, ceci, cela. À ce moment-là, vu que vous avez cité Adolf Hitler, il ne s'est même pas reproduit, il n'a même pas assuré sa descendance aryenne, alors qu'il avait une maîtresse. Et concernant Hawk, l'affaire Hawk, n'oubliez pas que, je veux pas que ce soit interprété comme quelque chose de négatif dans ma bouche, mais c'est une enfant naturelle que son père biologique, comme vous l'appelez, n'a pas forcément voulu. Et on peut dire que spirituellement, sentimentalement et surtout pour nous politiquement, son vrai père, dont elle a gardé le nom, c'est son père, son beau-père en fait, Samuel Maréchal, hein, qui est ancien responsable Front National de la jeunesse. Et qui a été longtemps l'époux de Yann Le Pen, la plus Le Pen des trois filles Le Pen. Donc, je veux dire, vu comment ce monsieur Hawk s'en est cogné de l'éducation de Marion, je pense que c'est vraiment méchant de lui prêter des intentions, du moins une idéologie ultra-sioniste, etc. Voilà, moi je trouve que c'est un petit peu déplacé, hein, avec tout le respect que je vous dois. Après, on pourrait parler des heures sur le rôle de la femme dans la société et en politique actuelle, notamment de la loi scélérate sur la parité. Mais voilà, moi je pense que Marion, même si on a assez souvent précisé qu'elle ne reflétait pas, même à 80%, hein, le programme du Parti de la France, je pense que parmi tous les candidats et les candidates sérieux présents sur les listes électorales, enfin, les candidats sérieux dignes de ce nom, c'est celle qui est le moins éloignée de nos idées. Et donc voilà, on avait décidé lors d'un bureau politique s'étant tenu en tout début d'année de la soutenir. Et personnellement, j'ai toujours pensé que c'était une bonne chose. Voilà, merci Alexandre de m'avoir laissé répondre, surtout aux attaques personnelles, voire familiales. Donc je vais répondre aussi. Alors moi, ce que je vais dire va être plutôt du côté de elle pour le coup, mais c'est bien parce que ça montre que le Parti de la France a deux sons de cloche enfin deux sons de cloche pas dans le sens une girouette, mais dans le sens comprend le problème. Par exemple, pour revenir sur la question des femmes, alors il faut savoir que paradoxalement, je sais que je suis très jeune, je sais, et, je veux être le plus jeune de cet espace numérique ce soir, mais si j'ai eu une montée, comme certains le disaient, fulgurante au Parti de la France, c'est pas pour rien, c'est parce que malgré mon âge, j'ai une expérience assez forte en politique, notamment au sein du Rassemblement national et de la cocarde étudiante. Et ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas renier le problème, la femme en politique ne sert que, et j'insiste là-dessus, c'est pas grave si je suis poursuivi pour ça parce que c'est factuel, la femme ne sert aujourd'hui que de monnaie d'échange, que de corruption sexuelle. Voilà, c'est le diagnostic que je pose, c'est le constat que je fais. Ce constat que la femme ne sert que de corruption sexuelle ou de monnaie d'échange en politique, c'est un vrai problème
moi, je ne suis pas le président du Parti de la France, donc je ne vais pas dire comment le résoudre. Exclure les femmes de la politique, bah, moi, en soi, je ne sais pas, parce que c'est vrai que c'est très musulman, quelque part, comme mentalité. Mais en tout cas, il faut effectivement que ce problème qui est la corruption sexuelle tombe à néant. Et d'ailleurs, la corruption sexuelle, c'est pas que chez les femmes, parce qu'au Rassemblement national, c'est la corruption homosexuelle, ce qui est encore un autre sujet quelque part, mais c'est le même problème fondamental. Bon, ça c'est le premier point. Après, le second point, oui, effectivement, Thibaut Inchep, Thibaut Inchep, moi, personnellement, je l'aime bien. Ça peut paraître surprenant. Je sais que c'est un youtubeur à 15 millions d'abonnés. 15 millions, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. 15 millions d'abonnés, c'est absolument énorme. Qui véhicule de bonnes valeurs, qui est relativement patriote. Pour quelqu'un de 15 millions d'abonnés, en tout cas, c'est assez étonnant de voir qu'il défend aussi, le drapeau français de temps en temps. Après, oui, ça reste un youtubeur musculation, style divertissement, dans le sens où bah, quand vous avez des problèmes de plomberie, vous ne demandez pas à votre boulanger. Quand vous voulez une baguette de pain, vous ne demandez pas à votre plombier. Donc effectivement, si vous êtes dans la recherche de la vérité, la recherche d'une mentalité politique par Thibaut Inchep, c'est que déjà vous êtes mal tombé. C'est clairement pas le but. Mais ouais, Thibaut Inchep, c'est quelqu'un que j'aime plutôt bien pour ce qu'il fait, même si évidemment on sera jamais d'accord sur plein de questionnements. Après, je dis ça, mais je regarde pas ses vidéos pour être honnête, je suis pas le public ciblé. Mais le gars m'a l'air plutôt bon dans ce qu'il fait, même s'il a pas l'air effectivement très très éclairé et c'est pas la plus lumière, c'est pas la personne la plus intelligente qu'il y a dans le domaine du YouTube. Et le troisième point, c'était oui, effectivement, Marion Maréchal. Oui, tout le monde sait qu'elle est fille d'un agent du Mossad. Tout le monde le sait qu'elle est proche de CNAFO et de plusieurs personnalités juives. Ça, tout le monde le sait. Je veux dire, qui ne le sait pas, honnêtement, qui ne le sait pas. Après, nous soutenons Marion Maréchal parce que c'est celle qui, honnêtement, parmi les candidats, avec la profession de foi, défendent le mieux, clairement, notre position. Et vu qu'elle reprend quand même pas mal des idées du Parti de la France, que je rappelle que le Parti de la France, c'était bien avant Reconquête, ça paraît totalement logique de la soutenir pour le coup. Donc voilà, j'ai fait le tour des 3 points. Ce que j'ai dit sur les femmes, bah, c'est quelque chose déjà que j'assume et si vous voulez soutenir le contraire, bah, allez-y, mais faites-le avec des preuves, quoi. La parole est à Marc Casanova. Marc Casanova voulait reprendre la parole. J'imagine que c'était pour répondre à certains propos. Je vous inviterai à être bref. Oui, merci, je vais être très bref. Première chose, le curling n'est pas une épreuve olympique d'été, mais d'hiver. Donc, on n'a aucune chance de voir du curling à Paris, puisque ce sont les Jeux olympiques d'hiver. C'est un point de détail, mais c'est important de le préciser quand même pour tous ceux qui sont fans, comme M. Scipion de Salm, que je respecte particulièrement, il n'y a pas de problème là-dessus, mais ce n'est pas une épreuve d'été. Deuxième élément, quand j'ai parlé de peuples frères, je parle du peuple bachkir et du peuple tatar, qui sont des peuples du Caucase situés au sud des montagnes Oural. Je ne parle pas du tout de la civilisation occidentale, française ou européenne, ça n'a rien à voir. Ce sont des peuples qui se sont convertis à la religion musulmane dans leur histoire. Ce sont des peuples frères parce qu'ils se ressemblent beaucoup. Ils ont un physique de peuple de la Mongolie. Ce sont comme des Asiatiques qui parlent russe et qui ont la peau un peu mate. Ils tirent sur le peuple hindou tout en ayant une langue russe et ayant des yeux bridés. C'est ça le peuple dont je parle. Mais ça n'a absolument aucun sens. C'est un contresens que d'imaginer que il y a une fraternité entre le monde slave, le monde occidental et le monde grand oriental. Voilà, c'était juste ça que je voulais préciser. Merci. Bah, merci effectivement pour votre précision. Et oui, ça me fait penser, vous avez parlé de point de détail, ça me fait penser que, par exemple, Jean-Marie Le Pen s'est marié 2 fois. Voilà. Mario Maréchal, je ne sais pas ce qu'il en est de ses mariages, mais je sais que Jean-Marie Le Pen, son premier mariage était uniquement étatique, uniquement républicain, et que le second mariage, donc celle avec Jeannie, qu'on connaît très bien, lui, c'est un mariage religieux. Donc, devant Dieu, il s'est marié qu'une seule fois. Je ne sais pas ce qu'il en est pour Marion Maréchal, hein, j'ai pas étudié la question matrimoniale plus que ça. Petite anecdote amusante, par contre, j'avais rencontré Olympe, elle avait à peine 3-5 ans, elle avait à peine, voilà, à cette époque, elle était vraiment pas très âgée. Et voilà, c'est une petite anecdote qui n'apporte absolument rien. Mais voilà, je ne sais pas si Marion Maréchal s'est mariée 2 fois religieusement ou uniquement sur le plan de l'État, je n'en ai aucune idée. Oui, alors Marion, premier, c'est concubinage, et le second, avec l'ancien militant italien de la Ligue du Nord, qui est maintenant au parti de Mélanie, qui prend de plus en plus d'ampleur au sein de ce parti. Ils se sont mariés religieusement, et Jean-Marie Le Pen
s'était fait particulièrement remarquer lors de la cérémonie religieuse, si on en croit les rumeurs des paparazzi, toujours très acides. Donc voilà pour la petite histoire. Ah d'accord, donc religieusement, elle est mariée, qu'une seule fois comme son grand-père, finalement. Je laisse maintenant la parole. Alors, j'ai vu 2 mains levées. Je crois que c'était Donald, hein, qui avait la main levée avant. Donc, je laisse la main à Donald Burgdorfer en premier, Burgdorfer, et en second, Vivien. Donald, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Je ne sais pas si c'est possible de parfois poser des questions, non seulement aux animateurs de l'émission, mais aussi aux éditeurs. Je voudrais savoir qu'est-ce que il appelle les divorcés remariés, sachant qu'il existe le mariage civil comme le mariage religieux, comme il existe une différence entre la conception religieuse du divorce et la conception civile du divorce. Il faut savoir qu'il y a ce que la religion appelle des mariages nuls, ce qui est considéré comme divorce par les tribunaux civils et pas autre chose. Il faudrait savoir si le mariage de Marion Maréchal était considéré comme étant un mariage valide par l'Église ou c'était juste considéré comme étant un faux mariage qui a été réalisé juste pour le décor et la cérémonie. Ah oui, j'avais aussi une autre question que vous n'avez jamais abordée, c'est par rapport aux lois totalitaires nasiophobes. Moi, une des premières choses qui a pu me choquer quand j'étais adolescent, c'est de voir des jeunes se faire traîner par les flics et se faire foutre en garde à vue et auditionner pendant des heures juste parce qu'il y avait des symboles du Troisième Reich dans leur affaire. Dans une société où vous voyez des violeurs dans la nature. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous choque? Et même pour un dessin, un symbole, ouais, pour la question d'Adolf Hitler, on l'accuse de tel ou tel crime qui justifierait l'interdiction d'organisation nationale socialiste, mais dans ces cas-là, ce genre de loi, ça peut s'appliquer dans tous les domaines. On peut interdire aux gens d'avoir un portrait de Napoléon chez eux à la maison, une statue de Genghis Khan, parce qu'il y a bien des accusations de crime aussi qui existent contre Napoléon ou Genghis Khan. Dans ces cas-là, on ne peut plus admirer aucun personnage historique. Alors, sur ça, Donald, le Parti de la France a toujours eu une position très équilibrée et très sage, c'est-à-dire j'aime la police, I love police, ni ACAB, all cops are bastards, mort aux vaches. Non, la position du Parti de la France, c'est la police est un outil répressif au service du pouvoir et les policiers sont donc tenus à obéir aux ordres que le pouvoir leur donne. Donc, si le pouvoir socialo-macroniste leur ordonne de casser du nationaliste, ils le font. Mais si un pouvoir, un gouvernement comme le nôtre, hein, pourquoi pas, leur ordonnait de casser de la racaille ou du bolchevique, et ben il le ferait avec tout autant de zèle. Donc en fait, c'est la position du Parti de la France et on a quand même suffisamment parlé, je trouve. On s'est suffisamment insurgé, notamment l'émission avec laquelle j'étais avec l'excellent Victor Jean de la Gillardet, sur les répressions policières que nous avions, enfin que les membres de notre mouvance avaient subi à Racaille-sur-Isère, Romans-sur-Isère. Et on a également, on n'a jamais manqué d'apporter notre solidarité à des mouvements arbitrairement et injustement dissous par Darmanin. Oui, absolument. Et si nous voyons une police qui est très docile sous Macron, ça veut dire que cette même police sera très docile quand nous aurons le pouvoir. Sur la question de l'Église, je ne sais pas. On posera la question à Cassandre Fristo. Cassandre Fristo, moi, il y a un message aujourd'hui même en me disant qu'elle était motivée pour refaire une émission avec moi, donc on lui posera la question à ce moment-là, parce que je ne sais pas, je ne connais pas assez bien l'Église catholique pour répondre sur la question de Maréchal. Bah, c'est surtout que je ne connais pas assez bien le cas de Marion Maréchal, plutôt pour répondre. Et concernant oui, je vous rappelle que vous m'avez dit que vous avez été banni du canal Telegram. Alors moi, je ne sais pas, je gère pas du tout le canal Telegram. Je lis seulement les commentaires qu'il y a sous les rediffusions de mes émissions. Mais les deux utilisateurs qui sont bannis, c'est William Goldnadel, donc je pense pas que ce soit vous, et Ad Vitam Aeternam, qui a été banni par moi-même.
pour le coup, mais je ne pense pas que ce soit vous non plus. Donc ça me paraît bizarre. Mais en tout cas, je ne gère pas les bannissements, donc si jamais vous avez été banni, sachez que je ne suis pas au courant. La parole est à Vivien, fier militant de Normandie, membre du bureau politique du Parti de la France. Ah non, pas encore. Membre du Conseil national du Parti de la France, pardon. Peut-être un jour. Mais oui, membre. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci de faire peut-être ma probable future promotion. Merci, je ne savais pas. Donc voilà, non, plus sérieusement, oui, membre du Conseil national et très engagé politiquement dans ma ville. Voilà. J'avais une question par rapport à la sécurité. Je ne sais pas si vous êtes au courant que pour les JO, on envisage de recruter des personnes âgées pour assurer en tant qu'agent de sécurité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Et je voulais savoir l'avis de vos invités sur ce sujet et aussi par rapport à la mobilisation des policiers qui seront beaucoup mobilisés sur Paris et la région parisienne. Ne pensez-vous pas qu'on peut tourner une catastrophe en mobilisant toutes nos forces là-bas sur le reste du territoire français? Voilà. Pensez-vous pas que les racailles vont en profiter pour mettre, je dirais pas à feu et à sang la France, mais presque, voilà, vu comment on voit l'état actuel de nos banlieues et tout ce qui suit. Voilà, bonne soirée à tous et à très vite. Une très bonne question, Vivien. Je vais laisser la parole à Scipion pour y répondre. Oui, bonsoir Vivien. En effet, il y a une vraie question sur la sécurité pour ces JO. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer. Du genre, en 2016, on avait craint le pire. Heureusement, il ne s'est rien passé. Et là, enfin, rien passé de significatif. Hein. Et là, on ne sait pas. Ce qui me fait très peur, c'est plutôt des bousculades. C'est des mouvements de foule. Et il y a des centaines de personnes qui peuvent être piétinées et étouffées. Ça arrive régulièrement à la Mecque, hein, le grand pèlerinage des musulmans. Quand il y a des paniques, il y a des foules entassées, il y a régulièrement des dizaines, voire des centaines de morts. Donc j'ai très peur, surtout des mouvements de foule. Là, on n'est pas obligé d'imaginer un énergumène qui pose une bombe, ça c'est malheureusement crédible et ça arrive trop souvent en France, mais il suffit d'un mouvement de panique de la foule. Et pour gérer la foule, il y a énormément de recrutement dans la sécurité. Ce qui pose aussi des problèmes, c'est que ça prend beaucoup de temps, c'est peu payé. Et en théorie, il faut avoir des garanties sur le plan du casier judiciaire ou ce qu'on appelle des enquêtes de moralité. Et si on est considéré comme militant d'extrême droite, ce qui est monstrueusement injuste, hein, et je rejoins nos amis qui ont dénoncé cette persécution, on risque de ne pas avoir le droit de travailler comme agent de sécurité. Donc c'est vraiment scandaleux parce qu'on en manque terriblement. Donc du coup, les contraintes sont très allégées, que ce soit les contraintes physiques, alors qu'un agent de sécurité doit être en très bonne forme physique, hein, on ne s'éloigne pas tant que ça du thème des JO. Et par rapport à la contrainte physique, il y a des retraités, hein, on va voir les septuagénaires qui étaient volontaires pour contrôler les passes à l'entrée des restaurants, ce qui est d'ailleurs pas la meilleure image qu'ils pouvaient donner de leur génération, même s'il y a des gens très bien qui sont septuagénaires aussi. Et donc, problème de la maîtrise, disons, de la force physique nécessaire, et il y a le problème de la sécurité, au sens où si ça va être impitoyable dans la sélection contre l'extrême droite réelle ou supposée, hein, et puis l'extrême droite va jusqu'à des gens de gauche comme Marine Le Pen et Jordan Bardella, il y aura beaucoup de laxisme sur la petite délinquance et l'islamisme. Hein. Donc, il peut y avoir des agents complices de fauteurs de troubles, des agents qui seront plus dangereux que rassurants au niveau de la sécurité. Donc j'ai vraiment très peur d'un mouvement de foule et des agents trop peu nombreux, mal formés et peu motivés qui ne maîtriseraient en rien la situation. Et dernier élément, en effet, comme vous l'avez dit, s'il y a une concentration policière formidable à Paris, ça veut dire qu'il y aura moins de monde ailleurs. S'il y avait une nouvelle révolte des banlieues, ce qui arrive régulièrement, et maintenant ils sont même dans les centres-villes, il n'y aurait plus d'effectifs policiers pour contenir le phénomène. De toute façon, c'est
ça, c'est contenir le phénomène. On a vu que la répression judiciaire, soi-disant ferme, promise par le gouvernement, a été extrêmement dérisoire, contrairement, là encore, à tous les prisonniers politiques de la droite nationale. Donc, comme j'ai dit en début d'émission, et ça n'a pas changé, hélas, enfin, je suis vraiment inquiet sur le niveau de la sécurité de ces Jeux olympiques, en souhaitant, bien sûr, pour mon pays et pour la vie d'être humain, que les choses se passent au mieux quand même. Merci Scipion, nous comprenons effectivement vos inquiétudes. Maintenant, je laisse la parole à elle qui veut probablement répondre à tout ce que nous avons dit. Elle, vous avez la parole. Oui, vous m'entendez? On vous entend. Oui, non, c'est juste pour répondre à Donald, je crois qu'il m'avait directement demandé. Bah, du coup, oui, je me suis trompé, j'avais pensé qu'elle était mariée religieusement 2 fois, mais en fait, non. Je ne sais pas si c'est mieux ou si c'est pire, mais en gros, ça veut dire que c'était du concubinage qui est puni par l'Église, évidemment, même violemment puni, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on pourrait avoir un nombre infini de partenaires avant, et puis à partir du moment où on se marie, hop, c'est bon, ça y est. Donc non, l'Église catholique, elle ne dit pas ça, elle défend violemment le sexe en mariage, qui va très souvent de pair avec la contraception. Et pour moi, c'est pas anodin de regarder En fait, quand les gens regardent un meeting de Marion Maréchal Le Pen, ils voient une femme en pantalon, en costume, qui traite de la politique, c'est extrêmement masculin. Et en fait, pendant ce temps, entre ça et toutes ces autres activités politiques, mais quel temps elle trouve pour élever ses enfants, en fait? C'est ça la question. Quand les gens la regardent, ils se disent, mais c'est sans aucune gravité qu'il y ait des femmes en politique. Mais c'est une erreur fatale parce que comment dire, la femme et son rôle traditionnel de dame du foyer qui élève les enfants, qui les aime, qui passe du temps avec eux, qui ne divorce pas et ne refonde pas des familles et qui crée ce socle extrêmement solide qu'est la famille, qui est la base de la nation. Et quand les gens la regardent, il y a plus ça. Et quand il n'y a plus cette façon de sanctifier la femme et la famille, il n'y a plus aucune société en réalité. Donc c'est un message extrêmement pervers. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui idolâtrent dans les milieux nationalistes, parce qu'il y a aussi beaucoup, et il faut le dire, il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle les simples, entre guillemets, ou de miséreux sexuels, qui en fait, en la regardant, vont voter pour elle, comme les gens qui achètent les choses de Thaïs Descuffon, qui sont une arnaque, parce que c'est de la médiocrité totale. Mais bon, c'est triste de voir que, soit parce que les gens pensent que c'est la nouvelle Jeanne d'Arc, alors que Jeanne d'Arc est morte, je rappelle, Jeanne d'Arc est morte vierge après le procès de l'abbé Cochon à Rouen. Elle est morte vierge et jusqu'à son dernier souffle, elle a suivi le Christ, elle n'a jamais renié. Voilà. Mais voilà, la question des femmes, je pense, est absolument fondamentale. Et c'est vrai que la remarque de M. Avali est vraie, c'est que est-ce que la démocratie n'est pas intimement, et le droit de vote donné aux femmes, est-ce que ce ne sont pas des choses qui sont en fait intimement liées, la démocratie et la vaginocratie, ce qu'on pourrait dire la valeur, la survaleur qui est donnée aux femmes sur le plan politique? Voilà, donc pour répondre, non, effectivement, on pourrait dire que ce n'est que du concubinage, mais c'est quand même pas reluisant et pas glorieux. Et ce qu'il nous faut pour relancer la France, c'est la famille forte. Et on ne peut pas avoir des gens qui divorcent et qui se remarient et qui ont très probablement, on peut pas, mais la contraception est extrêmement présente dans tout ce qui est concubinage, etc. Moi, je ne peux pas juger la vie des gens que je ne connais pas, mais voilà, toutes ces façons de faire, en fait, c'était toute cette façon de détruire les choses traditionnelles sur le mariage et sur la foi catholique et de dire un homme et une femme qui se marient et qui le sexe n'est entendu que dans la génération des enfants, ce qui est donné des familles nombreuses, mais aussi des couples qui restaient jusqu'à la mort, donc des familles stables, donc une société qui pouvait donner quelque chose.
les musulmans ne sont pas parfaits sur ça, et je m'étais déjà fait taper sur ça, mais regardez aujourd'hui quelles sont les forces démographiques. Les Blancs ont perdu toute foi, ont perdu tout esprit collectif, ont complètement renié le Christ, et quand on regarde, la société, elle est déjà quasiment morte, et c'est pas la faute des immigrés. Ils nous ont pas mis un couteau dans le dos, c'est nous qui, bien avant qu'ils arrivent, avions renoncé à notre natalité, à la famille, à la foi, à la tradition, etc. Donc, enfin, voilà, c'est pour répondre, non, effectivement, elle est pas, elle peut communier, mais c'est quand même, c'est quelque chose, je sais que dans les milieux nationalistes, c'est pas quelque chose qui se dit, mais si on n'est pas franc et clair sur ça, on n'y arrivera pas. Et la contraception et le divorce a ensuite amené l'homosexualité, parce qu'une fois que vous dites, mais non, le sexe n'est pas que dans le mariage qui est entre un homme et une femme, alors que font les forces, je vais dire, judéo-maçonniques en place? Elles avancent leur pion, elles disent, ah d'accord, vous détruisez la famille, vous dites que le sexe peut être avoir un autre sens que la génération, que pour la génération et la perpétuation de l'espèce, mais que font les forces judéo-maçonniques? Elles avancent. Elles disent maintenant ce sera la pilule et le préservatif partout. Et puis maintenant l'homosexualité, mais qu'est-ce que vous allez dire? Ben, vous pouvez rien dire, parce que l'homosexualité c'est comme vous, c'est-à-dire du sexe et qui ne produit rien. Ils disent, ben, vous n'avez plus rien à dire. Donc ça, puis après le mariage homosexuel, puis après le transsexualisme, et après ce sera la PMA et la GPA généralisée partout, l'avortement, l'euthanasie, et à la fin, c'est la destruction totale de la société. Donc, voilà, c'est au bout d'un moment, il faut repartir des causes initiales. Et les causes initiales, c'est le féminisme qui a détruit de part en part toute la société. Les femmes n'ont rien à faire en politique. Voilà, pour répondre. Merci. Juste en ce qui concerne par rapport aux femmes, moi, c'est juste une remarque purement arithmétique, hein, disant quelle était sa composante au sein du corps électoral. Hein. C'était pas un débat philosophique ni d'idée avec vous. Voilà. Ok, oui, tout à fait. Bah, merci beaucoup, elle, pour cette réponse. Ouais, il y a plusieurs points sur lesquels je suis pas forcément d'accord. Je vais pas forcément les développer là-dessus, mais par exemple, sur la vie privée de Marion Maréchal, j'ai envie de dire, on n'est pas au jugement dernier, on n'est pas en train de la juger. Nous, on est en train de se poser la question, il faut voter qui pour les élections européennes, et qui porte nos idées, en sachant quand même que les élections européennes, comme l'avait dit Frédéric Cavalli, ça va pas faire avancer grand-chose dans la mesure où ça reste très, très, très minoritaire déjà au sein du parlement, et en plus, ça aurait assez peu finalement d'impact. Mais bon, c'est quand même important de montrer, que nos idées peuvent, avoir un score honorable aux élections, puisqu'en l'occurrence, Reconquête reprend une bonne partie de nos idées quand même, faut être tout à fait honnête. D'ailleurs Marion, Marine, j'allais l'appeler Marion Anne Pierrine, vous savez Marion, Anne Pierrine, c'est le vrai nom de Marine Le Pen, s'est complètement reniée au parlement, hein, puisqu'elle a rejeté, son allié, l'AfD, qui parlait de remigration. L'AfD, c'est quand même pas un parti, c'est pas le parti de la France, quoi. Donc c'est assez ridicule là-dessus. Donc voilà, on a expliqué notre soutien à Marion Maréchal, et bien que nous soyons en léger désaccord, nous partageons quand même les mêmes valeurs et les mêmes idées, donc avançons ensemble. Dimé, vous voulez reprendre la parole. Qu'avez-vous à nous dire, Dimé? Alors, oui, pour ma part, c'est pas une question venant de moi, c'est d'un camarade qui voulait votre avis sur un sujet. C'est par rapport à la Russie, vu qu'on en a parlé plus tôt. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, parce que je sais que c'est une question qui peut paraître, enfin, pas qui peut paraître, mais qui est un peu compliquée. Mais admettons que le conflit russe-OTAN progresse et que ça touche directement la France. De quel côté sera le parti de la France entre la Russie et l'OTAN si cette guerre nous touche? C'est juste ce que je voulais savoir. Merci. Moi, de manière générale, pour répondre à ton ami, moi, je ne réponds jamais aux hypothèses radicales. Parce que l'hypothèse radicale sous-entend que nous devons nous projeter, nous devons faire l'effort de nous projeter dans un contexte qui ne peut de toute façon pas arriver, sachant que Poutine n'en a absolument rien à faire de la France. Voilà, c'est ma conviction personnelle, hein, jamais Poutine, n'ira jusqu'en France, hein. Il n'a pas l'ambition ni l'envie, ni même, je pense, peut-être même les moyens de le faire. Pourquoi, je veux dire, qu'est-ce qu'il s'en fout de la France? Il s'en fiche complètement de la France. Donc moi, je réponds jamais aux hypothèses radicales. Après, si un de vous deux, Frédéric ou Scipion, veut s'exercer à cet exercice de pensée, n'hésitez pas.
Bon, moi, juste, évidemment, le Parti de la France a toujours combattu Macron et sa politique étrangère totalement à la botte des Américains, dans la ligne, dans la droite ligne de sarcophage depuis 2007. Mais vu que nous sommes avant tout un mouvement de patriotes français, évidemment, si la France était engagée dans une guerre contre la Russie, nous ne souhaiterions pas la victoire de l'ennemi. Mais quand même, quelle honte, quel échec, quel gâchis serait cette guerre entre peuples, alors je ne vais pas dire peuples frères, hein, pour ne pas t'énerver Alexandre, et en plus, je ne le dirai pas puisque je partage totalement ton analyse sur ça, mais quel gâchis ce conflit entre peuples européens, blancs et chrétiens, alors que on est, je ne vais pas dire à la veille, mais pas loin de devenir une république islamique, si ce n'est pas une république islamique, au moins un pays africain. Donc voilà. Mais forcément, le Parti de la France est un parti patriote et il n'irait pas saboter l'effort de guerre français comme l'auraient fait de vulgaires communistes dans les années 40. Pour compléter ce qui vient d'être dit, je pense que si on réfléchit aux guerres qui risquent d'arriver sur le sol français, la vraie guerre qui menace en permanence, c'est une révolte virulente de la France, de la diversité, hein. C'est vraiment le quart de la jeunesse, voire le tiers de la jeunesse qui est constituée de populations venues d'ailleurs et qui détestent absolument la France. Donc reprendre le contrôle du territoire français serait déjà un beau défi. Et comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas impossible. Il faut contrôler les voies de communication et empêcher le ravitaillement des éléments hostiles. Enfin bon, ce serait un véritable défi et le défi que notre génération, ou peut-être la suivante, aura à surmonter. Donc on peut toujours imaginer d'autres hypothèses, mais c'est la propagande de l'OTAN, ça, l'idée que la Russie nous menace, la Russie va nous envahir. On constate que quoi que l'on pense du conflit en Ukraine, et c'est compliqué tout simplement, la Russie n'arrive déjà pas ou très laborieusement à envahir l'Ukraine, donc elle risque pas d'envahir la Pologne et encore moins la France. Donc, c'est pas du tout, à mon sens, une idée réaliste, une hypothèse réaliste, hein. Il y en a eu d'autres, au moins qu'on fasse de la littérature. Il y a l'écrivain Céline qui disait dans les années 50-60 que nous allions être envahis par les Chinois. Bon, c'est manifestement pas ce qui s'est passé, hein. Donc, je dis, hélas, la France est menacée d'une guerre, mais de celle dont nos gouvernements, dont l'OTAN refuse de voir le danger, pour ne pas dire l'imminence, hein. Ça ne veut pas dire que le sujet ukrainien ou russo-ukrainien ne soit pas très compliqué, ne nous concerne pas de loin malgré tout, parce qu'on n'est pas voisins, hein. On souhaite la paix, hein, fondamentalement, on souhaite la paix entre Russes et Ukrainiens, et c'est aux Russes et aux Ukrainiens de négocier directement la paix. La France n'a pas à entrer en guerre d'un côté comme de l'autre, elle doit déjà rétablir l'ordre sur son territoire. On oublie qu'il y a des quartiers entiers des grandes villes qui sont tout simplement pas contrôlés sous les autorités par les autorités françaises. Alors, c'est les autorités détestables d'aujourd'hui, mais si c'était les autorités excellentes du PDF demain, l'ordre se rétablirait pas par magie. Il faudrait une action énergique et ferme. Donc, ce sont des opérations à la limite entre la police et la guerre proprement dite qu'il faut envisager sereinement et fermement contre cet ennemi-là et pas contre la Russie. Moi, c'est ainsi que je vois les choses. Merci Scipion pour votre réponse. Bon voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter effectivement, d'ailleurs c'était pas violent, hein, quand je disais: «Je ne réponds jamais aux hypothèses radicales», c'était pas une attaque, c'est vraiment factuel. C'est un principe que j'ai, c'est que, jamais, je m'interdis quelque part de répondre à des hypothèses radicales parce que, on sort de la réalité, on sort de la rigueur du raisonnement, on sort de plein de choses qu'il ne faut absolument pas sortir pour rester cohérent. C'est bien de tester ses limites et ses idées et cetera, mais il faut toujours rester réaliste. Pour moi, c'est vraiment très important. On ne peut pas chercher la vérité, si on admet, des hypothèses fausses.
Voilà. C'est un principe que j'ai. C'est un peu autistique par ailleurs, mais c'est un principe que j'ai. Et pour conclure cette FAQ, on va laisser la parole à Donald d'ailleurs. Donald de Burgdorfer, quelle est Ah votre question? oui, bonsoir, ça serait à propos de la remigration. Vous aviez parlé du sujet de la remigration, mais qu'allez-vous faire si un jour vous êtes au pouvoir et vous décidez de mettre en place la votre immigration? Que ferez-vous de ce qu'on appelle les couples mixtes et les sans-mêlés? Vous savez, lorsque vous allez vouloir rémigrer les Africains, vous aurez un type, un homme blanc par exemple, qui va vous expliquer que son épouse est d'origine africaine, qu'il a fait un ou deux mulâtres avec, et donc vous n'avez pas le droit de renvoyer les Africains chez eux, parce que sinon, le type, il ne pourra plus vivre avec son épouse et ses deux gosses. Et Comment? la deuxième question, toujours relative à ce même sujet, c'est savoir si l'origine de la femme avec laquelle on se met en couple n'a pas une influence sur sa construction identitaire personnelle. Je vois parfois des hommes blancs qui sont avec des japonaises et en se mettant avec des japonaises, ils finissent par porter des kimonos et manger avec des baguettes. Et je vois aussi parfois des hommes blancs qui se mettent avec des africaines et ils finissent par devenir des congloïdes mentaux, adopter tous les codes de conduite africains et se croient même africains dans leur tête pour en arriver jusqu'au bout. D'ailleurs, Donald, vous qui êtes fan de skateboard, je crois qu'il y aura même le skateboard en discipline olympique. Alors, pour revenir à ce que vous avez dit, pour les couples mixtes, je pense que ce sont des choses qui seront étudiées minutieusement au cas par cas. Mais voilà, le but n'est pas non plus de provoquer, de déchirer des familles. Même si, cela dit, rien n'empêche s'il y a un couple franco-africain, qu'est-ce qui empêche, si la femme aime tellement son mari africain, de l'accompagner en Afrique, hein? Je veux dire, voilà, ça n'empêche pas. Concernant les couples mixtes, oui, ce n'est pas faux. Alors, je dirais pas qu'ils vont adopter la culture de leur conjoint ou conjointe, les gens qui se mettent avec des gens d'une race différente ou même d'une nationalité différente, hein, comme c'est mon cas d'ailleurs. Mais par contre, je pense que les gens qui se mettent avec une race différente ou avec quelqu'un d'une nationalité différente sont des gens qui ont un attrait pour le type de personnalité, de caractère qu'ont les gens avec qui ils se sont mis. Voilà. Moi, par exemple, je suis avec une Russe, bah, j'aime bien le côté conservateur de ces gens-là. Quelqu'un qui se met avec un Africain, il va peut-être aimer, honnêtement, je ne sais pas quoi, mais enfin voilà, la personne a sûrement y trouvé son compte. Enfin voilà, je pense qu'il y a une appétence, une attirance vers un certain type de personnalité, de culture, de caractère. Après, c'est pas pour autant qu'ils vont en adopter tous les codes eux-mêmes. Mais je pense que oui, oui, il y a forcément quelque chose qui se passe, hein. Tout n'est pas que sexuel, même si pour certains types de femmes dont je ne désignerai pas les initiales, puisqu'on est sous le coup de la loi, ça commence par un P. Je pense que ce n'est pas forcément que le spirituel qui les attire chez les hommes africains. C'est la taille du phallus. Mais d'ailleurs, justement, je peux vous en faire part ce soir. On est entre nous, on est en petit comité. Il y a plus d'une heure de FAQ, là, il y a plus beaucoup de gens. Moi, j'avais mis en place une forme de concept qui s'appelait la phallo-aliénation. Alors, la phallo-aliénation, qu'est-ce que c'était? Comme son nom l'indique, en gros, l'idée, c'était pour répondre à la seconde partie de la question de Donald, c'était que généralement, la femme épouse complètement les valeurs et les idées de son homme. Qu'en général, coucher avec une gauchiste fait que la gauchiste deviendra de droite. Pareil, un homme de gauche qui couche avec une femme de droite, la femme deviendra de gauche, etc., etc. Ça marche pour les idées, mais ça marche aussi pour la culture. Et étant donné qu'on est quand même dans une société qui est très déconstruite, on peut remarquer de temps en temps effectivement l'inverse. Donc Donald avait donné l'exemple de l'Européen qui va mettre un kimono parce qu'il est avec une japonaise alors qu'il est en France, par exemple. Mais oui, c'est souvent, il y a une énorme influence, c'est presque de la toile blanche à ce niveau-là, dans le couple. Très souvent, l'un des deux va adopter et même par zèle être encore plus, comment je pourrais dire, être encore plus en profondeur, plus en radicalité que son conjoint au niveau des valeurs, pour justement par zèle.
Donc c'est un phénomène qui peut se manifester, qui peut se voir. C'est pour ça que si jamais vous voulez faire votre vie avec une femme et que vous aimez beaucoup chez elle, cependant vous n'êtes pas forcément en accord avec elle sur le plan idéologique, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps de la convaincre. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, après, pour la question biologique, c'est différent. Et comme l'a très bien dit Frédéric, concernant les couples mixtes, oui, bah écoutez, elle ira faire connaissance au Congo. Voilà. Si elle s'est mise avec un Congolais, elle assume. Et parce qu'on nous disait, Donald nous disait, oui, mais vous n'avez pas le droit parce qu'il y a une hostilité, machin, machin. Bah, si on a le pouvoir, c'est nous qui faisons le droit. C'est nous qui faisons le droit. Si on a le pouvoir et qu'on a la majorité au Parlement et qu'on est en plus à l'exécutif, bah, le droit, on se le donne, tout simplement. On se donne le droit. On changera Voilà, les chers membres du amis. Conseil constitutionnel. Absolument, on changera les membres du Conseil constitutionnel. Voilà, chers amis, la FAQ était longue, elle était aussi longue que l'émission, et ça a été un plaisir. On a parlé de pas mal de choses finalement, ça a été très varié. On a parlé surtout des places de la femme dans la politique. Mais c'est intéressant parce que c'est un sujet qui a traité. La femme, c'est comme l'a dit Frédéric Avelli, c'est 50% de la population. Donc c'est un sujet auquel on ne peut pas y couper. On ne peut pas ignorer l'importance, l'impact que peut avoir la femme dans la vie, dans la société et dans la politique. Donc peut-être qu'on ferait une émission là-dessus avec Cassandre Fristo, tiens, pourquoi pas. Je reviens beaucoup sur Cassandre Fristo, mais il est vrai que c'est une excellente invitée. Et je dois l'admettre, je respecte beaucoup toutes les femmes que j'ai eues dans mon émission, mais que les femmes capables de mener une ligne politique claire et cohérente jusqu'au bout, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça que dans mes émissions, il y a assez peu de femmes finalement. C'est pas par misogynie, c'est juste que j'en trouve assez peu qui sont capables de présenter une émission de qualité. Donc voilà. Faut les encourager, les femmes qui arrivent à faire quelque chose et qui arrivent à monter sans passer par la sexualité. Allez, c'était le mot de la fin. Bonne fin de semaine à tous. Bonne soirée, enfin bonne soirée même, bonne nuit, parce qu'il est quand même minuit. Et parlez de l'émission autour de vous, vous connaissez la chanson. Et soyez présents la semaine prochaine pour le bistrot du Parti de la France. Allez, bonne fin de semaine tout le monde. Au revoir Alexandre, merci encore pour l'invitation et au revoir Scipion, ça a été vraiment un plaisir de partager cette émission avec toi. Au revoir Alexandre, au revoir Frédéric, merci à tous, bonne nuit à tous.